das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. L'exposition La musique dans les camps nazis, organisée par le Mémorial de la Shoah, propose, par une approche immersive, de découvrir un pan inédit de l'histoire du système concentrationnaire. C'est une exposition qui rassemble des objets et des documents issus de musées et de mémoriaux du monde entier. C'est la première exposition d'envergure sur le sujet, et c'est une exposition à voir et à entendre. La musique dans les camps nazis a des fonctions diverses qui peuvent être associés à des endroits du camp, d'où l'approche topographique de l'exposition. Si on veut schématiser, on pourrait dire que les espaces extérieurs sont les espaces où une musique de coercition, destructrice, alliée à des processus torsionnaires, résonne majoritairement. Tandis que dans les espaces intérieurs, c'est-à-dire les blocs des détenus, la musique sert majoritairement des processus de résistance, et c'est une musique plus spontanée qui peut être autorisée, mais qui est jouée pour les détenus et par les détenus. La première question qu'on se pose, c'est la présence des instruments. Comment les instruments pouvaient arriver dans les camps ? On voit que certains déportés ont été autorisés à se faire envoyer leurs instruments par leur famille à partir de 1938, quand les orchestres officiels de détenus ont commencé à être créés dans les camps. Le deuxième moyen de se procurer les instruments, c'était de prendre son instrument avec soi si on était transféré d'un camp à un autre. C'est l'exemple de la trompette qui est exposée, d'un détenu de Natzweiler Struthof qui est arrivé avec à Dachau et qui a pu intégrer l'orchestre du camp. Et la troisième solution, c'était de fabriquer des instruments sur place. C'était assez rare et on a extrêmement peu de traces de cette pratique, mais il reste aujourd'hui la contrebasse fabriquée à Mauthausen par un groupe de détenus pour pouvoir jouer dans l'orchestre du camp. Les orchestres dont on parle dans l'exposition, ce sont les orchestres de détenus. C'étaient des détenus qui jouaient dans les camps de concentration et les centres de mise à mort. Mais l'exposition révèle aussi que les SS avaient eux-mêmes une pratique musicale dans leur garnison, à proximité des camps. Cette musique jouée par les SS et pour les SS, elle sert au divertissement des troupes et pour le régime, elle doit servir à les rendre productifs, faire en sorte qu'ils s'acquittent le plus efficacement possible de leurs tâches destructrices. La première salle répond également à la question du statut des musiciens et des musiciennes des orchestres. On se demande souvent si la musique leur a permis de survivre. C'est partiellement vrai car dans certains orchestres, comme à Buchenwald ou dans l'orchestre des femmes de Birkenau, qui était dirigé par la nièce de Gustav Mahler, Alma Rosé, les musiciens et les musiciennes étaient dispensés de tout autre travail. Ils pouvaient également bénéficier de rations alimentaires supplémentaires, parfois porter un uniforme qui était plus chaud que l'uniforme habituel des déportés. Et c'est cette somme de petits avantages néanmoins vitaux qui a permis à certains et à certaines d'entre elles de survivre. Dans les espaces extérieurs des camps, il y a aussi la place d'appel, qui est plutôt silencieuse lors du processus de l'appel matin et soir, mais sur laquelle résonnent aussi des musiques, notamment à l'occasion de punitions ou d'exécutions ou d'heures de punition en chanson qui sont imposées aux détenus. À proximité de la place d'appel, il y a les rues des camps, dans lesquelles les détenus peuvent déambuler le dimanche lorsque le travail n'est pas imposé. Et puis c'est aussi un endroit où il y a des déambulations, de mise en scène, d'exécutions, notamment l'exécution de Hans Bonarewitz à Mauthausen. Pendant cette déambulation, l'orchestre a joué la musique qui s'appelle J'attendrai, qui est une chanson très insouciante qui parle d'une fiancée attendant le retour de son bien-aimé et qui évidemment fait allusion à cette situation du détenu qui a été repris et qui était attendu dans le camp par l'ensemble des codétenus.
Les orchestres de détenus, ils sont mis au service de la machine coercitive nazie, c'est-à-dire la mise au pas des opposants politiques dans un premier temps, la synchronisation des pas des détenus lors du départ et du retour des commandos le matin et le soir. Cette musique, elle est liée à un endroit du camp qui est la porte, elle résonne matin et soir et c'est un répertoire avant tout de marche militaire. On entend dans l'exposition une musique de cirque qui est aujourd'hui très connue, mais qui est une marche militaire de la fin du 19e siècle. Le but étant de faire marcher au pas, de permettre un meilleur comptage des détenus et d'éviter qu'ils ne parlent entre eux. Dans les espaces intérieurs, la musique est davantage spontanée. Elle est souvent autorisée par les chefs de bloc, par exemple. C'est une musique jouée pour les détenus, par les détenus, et qui fait entrer en jeu des processus de résistance spirituelle et intellectuelle, puisque la résistance dans un camp, c'est survivre et rester humain. La musique sert ces processus. Le répertoire qui résonne dans les soirées autorisées dans les blocs, c'est souvent un répertoire de musique légère de l'époque, des chansons connues. Ça peut aussi être un répertoire de chants traditionnels de chaque région ou de chaque pays. Et puis ça peut être la musique savante, de la musique d'opérette. Donc c'est un répertoire qui est assez diversifié, qui a pour objectif de permettre de s'évader quelques instants de la réalité du camp. La troisième salle de cette exposition est dédiée à des antichambres au centre de mise à mort. Ce sont des camps un peu particuliers dans lesquels la musique a été très présente, majoritairement spontanée, autorisée par les commandants. Le premier exemple, c'est le camp de transit de Westerbork, par lequel a transité Anne Frank. C'est un camp situé aux Pays-Bas, dans lequel le commandant a autorisé les activités musicales, notamment un spectacle de cabaret. C'est aussi dans ce camp qu'ont été internés Johnny and Jones, qui étaient des musiciens de jazz très connus aux Pays-Bas. Ils ont été autorisés par le commandant du camp à sortir du camp l'espace d'une journée pour enregistrer en studio à Amsterdam 6 chansons qu'ils avaient composées dans le camp. Cette musique que l'on diffuse dans l'exposition est l'un des seuls enregistrements d'époque d'une musique composée dans un camp. Dans cette salle, nous abordons aussi le cas des camps français, qui n'étaient pas à proprement parler des camps nazis, puisque majoritairement sous administration française. Dans ces camps, les activités musicales étaient autorisées. C'était des activités spontanées, organisées par les détenus pour servir des processus de résistance spirituelle. Et dans ces camps français, la vie musicale a été riche également. Et le dernier camp qui est abordé dans cette troisième salle, c'est le camp de Theresienstadt. C'est un camp au statut particulier. D'une part, il est conçu comme un ghetto. De l'autre, c'est un camp de transit vers les centres de mise à mort de l'Est. Et puis, c'est aussi un camp qui servira à accueillir des délégations de la Croix-Rouge internationale pour prouver à l'opinion internationale que les Juifs étaient bien traités dans les camps. Pour toutes ces raisons, c'est un camp dans lequel la vie musicale a été particulièrement riche. Les artistes internés à Theresienstadt étaient pour beaucoup des compositeurs ou des interprètes professionnels qui ont eu accès à du papier à musique, qui ont été dispensés de travail pour se consacrer à leurs activités musicales. Par conséquent, la vie musicale à Theresienstadt est extrêmement riche, extrêmement diversifiée. Il y a eu des compositions de grande qualité qui sont nées dans ce camp. Pour autant, il ne faut pas oublier que Theresienstadt était un camp ghetto dans lequel la surpopulation régnait, et c'est surtout une antichambre au centre de mise à mort, c'est-à-dire que la population de Theresienstadt a été massivement déportée vers les camps de l'Est et il y a eu très peu de survivants. L'exposition La musique dans les camps nazis rétablit un pan méconnu de l'histoire du système concentrationnaire. Par cette exposition, on apprend les divers usages de la musique qui ont pu être des usages destructeurs, mais aussi des usages au service d'une résistance spirituelle et intellectuelle.